Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Carnet de santé. Comme vous le savez, la Coupe d'Afrique des Nations bat son plein. Pour les joueurs, c'est un moment très intense où il faut donner le meilleur de soi-même physiquement. Être sportif, c'est aussi tous les risques de blessures que cela implique. Et puisqu'on est en pleine saison footballistique, parlons des lésions les plus fréquentes sur les pelouses, celles qui touchent le genou et la cheville. Yacouba Ouedraogo. Les athlètes souffrent le plus souvent des entorses de la cheville. Cette blessure intervient lorsque le sportif se tord la cheville. Cette partie du pied se tourne généralement trop vite vers le côté. Cela endommage les ligaments et les tissus qui soutiennent la cheville. À l'intérieur, c'est le ligament deltoïde qui est touché et à l'extérieur, ce sont ceux latéraux qui s'enflamment. L'articulation prend alors un sérieux coup et suscite des douleurs lorsque le sportif atteint tente de mouvoir sa cheville. Cela s'accompagne souvent de gonflements. C'est ce qui est arrivé à la stade du PSG Neymar en mars 2018 suite à un tacle au cours d'un match. Ces entorses varient le plus souvent en fonction du sport pratiqué et de la partie du corps qui est le plus sollicitée pour la discipline. Les joueurs de tennis, par exemple, en souffrent au poignet ou à l'épaule. Pour ce qui est du traitement, une fois que le gonflement s'est réduit, le rétablissement nécessite un temps de repos et l'usage d'un support physiothérapeutique pour maintenir la cheville immobile. Les déplacements se font à l'aide de béquilles. Dans certains cas graves, une opération chirurgicale est nécessaire. Autre type de blessures rencontrées chez les sportifs, ce sont celles au genou. Elles sont parmi les plus graves au football et aussi les plus fréquentes. Elles peuvent être causées par un choc direct lors d'un tacle ou un choc indirect, comme un changement brusque de direction ou de rythme de course. L'articulation du genou relie 4 os, le fémur, le tibia, le péroné et la rotule, qui sont calés les uns contre les autres par les ménisques. L'articulation est lubrifiée par du liquide synovial et tenue en place par les tendons et 4 ligaments, les 2 latéraux et les 2 croisés. Il y a plusieurs types de blessures qui affectent les ligaments, les ménisques ou les tendons. La rupture du ligament croisé antérieur est la plus grave et peut immobiliser un joueur pour 6 à 9 mois. Une chirurgie s'impose souvent. Pour nous éclaircir sur ce sujet, nous sommes rejoints par Rhys Golly, directeur chez Brambleton One Life Fitness, un établissement sportif basé à Brambleton en Virginie. Rhys Golly, merci de nous rejoindre. Merci de me recevoir. On dit dans le sport que les blessures font partie du jeu. Est-ce que cela veut dire que lorsque nous pratiquons un sport, nous sommes appelés à nous blesser? Oui, je pense qu'on peut comprendre cela de 2 façons. Lorsque vous pratiquez un sport, plusieurs sports sont des sports de contact qui amènent à être en contact avec d'autres joueurs. Je pense donc que c'est inévitable parce que vous ne pourrez jamais empêcher un accident de voiture. Si quelqu'un souhaite vous cogner, il le fera. Mais je pense que la meilleure chose à faire est de trouver la bonne méthode pour éviter les blessures. Si quelqu'un nous frappe, ou du moins réduire les effets de blessure pouvant résulter à la pratique de notre sport. Mais si vous pensez, je dois avoir une blessure au genou parce que je pratique du sport, je dois avoir une blessure à ma cheville, arrêtez de penser de cette façon. Vous ne devriez pas avoir à penser à ça toute votre carrière. Donc, essayons de réduire ces effets de manière à ce que vous ayez une longue et saine carrière positive. Alors, que conseillez-vous en termes de prévention des blessures? Est-ce de mieux se préparer avant de commencer le sport? Oui, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Je pense que les 2 premières choses que nous faisons déjà tous les jours et auxquelles la plupart des gens ne sont pas attentifs, c'est de bien dormir la nuit et d'avoir ensuite une bonne alimentation bien équilibrée. Donc, si vous dormez à 10 heures la nuit, vous pourrez récupérer de votre longue journée, qu'il s'agisse du travail ou d'une séance de sport. Et si vous mangez bien, vous pouvez également récupérer et rester hydraté afin que vos os et vos muscles guérissent complètement. Et à partir de là, nous pouvons examiner d'autres aspects, tels qu'un programme d'entraînement équilibré, offrant souplesse et entraînement en force, ainsi que des mécanismes qui renforcent la qualité de nos mouvements et notre forme. Ainsi, nous subirons aucune de ces blessures et éviteront de régresser. Et donc, quelle est la première chose que quelqu'un devrait faire en cas de blessure s'il n'y a pas de médecin à proximité? La première chose à faire est d'arrêter immédiatement ce que vous faites qui a causé cette blessure. Donc, si vous jouez au football ou si vous étiez dans la salle de gym, arrêtez de faire cela. Et puis, apportez un support à l'articulation ou à la blessure afin de ne plus utiliser cette partie du corps et la reposer en quelque sorte. Jusqu'à ce que vous puissiez voir un médecin, vous pouvez être proactif
sportif, mettre de la glace, élever la blessure au-dessus de votre fréquence cardiaque pour aider la circulation du sang. Et puis, quand vous voyez le médecin, il pourra voir cette blessure et mieux vous traiter. Et s'agissant des personnes qui ont déjà été blessées dans une partie du corps, par exemple le genou, les chevilles ou les épaules, puisque nous en parlons, s'ils ont déjà été blessés, comment font-ils pour prévenir les traumatismes répétitifs dans cette zone spécifique? Ok, de plusieurs façons. Tout d'abord, il faut être complètement guéri. Ensuite, nous pouvons nous pencher sur les étapes de prévention concernant le retour au sport ou en salle de gym. Alors, disons que nous nous sommes fait mal au genou. Si ce genou est assez fort, nous pouvons maintenant mettre en place un programme de réhabilitation axé sur la mobilité des articulations du genou. Nous avons les chevilles sur le genou, les hanches au-dessous du genou. Donc, si nous travaillons sur la mobilité de ces deux zones, cela peut mettre moins de pression sur le genou, permettre de le stabiliser, de stabiliser le corps. Ensuite, continuer le renforcement de la partie inférieure du corps en travaillant sur notre posture pour équilibrer le corps. Louise Gully, merci beaucoup de nous avoir rejoints et de nous fournir toutes ces informations. Lorsqu'on fait du sport, l'un des phénomènes qui se manifeste durant l'activité physique est la transpiration. La transpiration est une fonction normale et saine du corps, principalement pour refroidir notre corps. Et en dehors du sport, nous transpirons pour bien d'autres raisons, même si parfois ça peut s'avérer gênant. Transpirer est un phénomène naturel qui permet de réguler la température corporelle. La sueur est évacuée par les pores de la peau. En s'évaporant, elle l'humidifie et refroidit l'organisme. La quantité de sueur que nous produisons dépend du nombre de glandes sudorales que nous possédons. Nous naissons avec 2 à 4 millions de glandes. Les femmes en ont plus que les hommes, mais chez ces derniers, elles sont plus actives. Il existe 2 types de glandes sudorales. Les glandes écrines que l'on trouve sur tout le corps. Elles produisent en général un liquide inodore composé à 99% d'eau et 1% de sel et de graisse. Les glandes apocrines qui sont présentes dans les follicules pileux, des aisselles et des organes génitaux et deviennent actives à la puberté. La transpiration est régulée par le système nerveux autonome, une partie du cerveau que l'on ne peut pas contrôler. Les causes de la transpiration sont multiples. L'exercice physique, les situations émouvantes ou stressantes, la fièvre et certaines maladies. Même si la sueur peut devenir un vrai handicap quelquefois, elle reste indispensable pour le bien-être de notre corps. Un conseil, boire beaucoup d'eau. Les médecins préconisent un total de 3 litres par jour. Conserver les aliments au frais permet entre autres de prolonger leur durée de vie et d'empêcher le développement de bactéries et de moisissures. Certains fruits et légumes sont mieux conservés au réfrigérateur. D'autres peuvent survivre loin de la fraîcheur du frigo. Nous nous sommes rendus à Dakar où nous vous avons demandé quels aliments conservez-vous au frigo et lesquels laissez-vous à l'air libre. Des témoignages recueillis par Alison Fernandez-Lekogo. C'est relatif, parce que les carottes, on peut les laisser dehors, on peut les laisser aussi dans le frigo. Quoi encore, le chou, idem, frigo ou hors du frigo. Chez moi, ce que je mets au frigo, l'aubergine, les œufs, la patate douce, les choux. Pommes de terre. Les pommes de terre, ça ne va pas au frigo. Les tomates fraîches, si elles ne sont pas transformées, ça ne va pas au frigo. Le persil et l'ail non plus. À part ça, tout le reste va au frigo. Quand le tomate est frais, normalement on ne devait pas mettre au frigo. Mais il y a certaines, le met au frigo, mais c'est contrairement si le tomate ça commence à mûr. Donc c'est là où tu vas essayer de mettre au frigo. La salade, je le mets au frigo. Parce que la salade, c'est un légume qui se lâche vite. Normalement, on devait manger les fruits frais. Mais contrairement, on n'a pas d'argent pour acheter le fruit frais chaque jour. C'est ça le problème. Et apparemment, ici en Afrique, on met tous les fruits au frigo. Comme certains d'entre vous l'ont dit, les experts réitèrent qu'il n'est pas recommandé de conserver les légumes tels que la tomate fraîche, les pommes de terre, les oignons, l'ail et les aubergines au réfrigérateur. Par contre, cela est nécessaire pour la salade, les haricots, les champignons. Les fruits tels que les fraises et les raisins doivent être conservés au frigo.
Mais les fruits à noyaux comme les avocats, les pêches, prunes et mangues se conservent mieux à température ambiante. Quant à la mayonnaise, le ketchup, la moutarde, après les avoir ouverts, il vaut mieux les garder au frais. Le miel et les sauces piquantes vont au placard. Bien conserver les aliments est important pour la santé, bien sûr, mais aussi cela nous aide à éviter le gaspillage alimentaire et financier. L'exercice physique et le régime alimentaire sont des éléments clés pour une vie plus saine, comme le montrent de nombreuses études. Mais voici quelque chose qui pourra vous surprendre. Selon les spécialistes en cardiologie, garder le sourire pourrait améliorer votre santé. Qui l'aurait cru? Reportage de Carole Pearson et récit de Claire Morin-Gibourg. Okay, 1, 2, 3, twirl! Si quelqu'un sait comment te faire sourire, c'est bien la photographe Kendra Martin. Je dis aux gens de faire semblant de rire et ils se sentent stupides de le faire. Mais le résultat, c'est qu'ils rient et ça se transforme en un sourire sincère. Un grand sourire, c'est bon pour la caméra. Le cardiologue Anand Shokalingam affirme que le sourire est un premier pas dans la lutte contre le stress et ses conséquences potentielles. Lorsque nous sourions, le câblage du cerveau est altéré. Les substances chimiques libérées sont plus positives. Lorsque vous êtes stressé, votre corps libère un ensemble d'hormones, notamment l'adrénaline et le cortisol. L'adrénaline augmente votre rythme cardiaque et votre tension artérielle. Le cortisol augmente le taux de glucose dans le sang et augmente le risque de souffrir de maladies cardiaques. Les personnes stressées doivent changer leurs habitudes néfastes pour le cœur, comme fumer ou trop manger. Une fois que les gens sourient, ils se détendent. Cette relaxation abaisse directement la pression artérielle et améliore le taux de sucre dans le sang. Le docteur Shokalingam demande à ses patients de sourire 20 fois par heure. Quand nous sourions, nous rompons le lien entre le stress et la santé. Sourire aide aussi Kendra Martin à améliorer son travail. Me lever le matin avec un sourire au visage, ça va mettre tout le monde de meilleure humeur. Et cela contribue aussi à améliorer la santé cardiaque de tout le monde. Gardez donc le sourire et peut-être que vous prenez soin de vous. Dans notre prochaine édition de Carnet de santé, nous parlerons des bébés prématurés et de leur prise en charge. Si vous avez des questions ou pour toutes vos réactions, rejoignez-nous sur notre page Facebook de VOA Afrique ainsi que sur notre site web voaafrique.com. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, @Linormoudou. C'est la fin de cette édition de Carnet de santé. Merci de nous avoir suivis. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien et à très bientôt.